Mon fils a appelé, sa femme venait d'accoucher d'une petite fille, ma petite fille, j'étais à l'étranger pour le travail et je lui ai dit que j'arriverais aussi vite que possible, mais quand je suis enfin entrée dans leur maison, il n'y avait pas de bébé. Où est-elle? Mon fils ne voulait pas me regarder, nous l'avons proposée à l'adoption, m'a-t-il dit, je l'ai fixée, de quoi parles-tu? Elle est sourde, nous ne pouvons pas élever une enfant abîmée. Ils avaient jeté leur fille de 5 jours parce qu'elle ne pouvait pas entendre. Je les ai suppliés de me dire où elle était, quelle agence, que je la prendrais moi-même, mais les dossiers étaient scellés, tu n'as aucun droit, il s'était assuré que je ne pourrais jamais la retrouver. Ma petite fille était là-bas, seule, rejetée parce qu'elle était sourde, alors j'ai décidé d'apprendre sa langue, pour que lorsque je la retrouverais, la première chose qu'elle verrait serait quelqu'un qui avait passé des années à se préparer à la comprendre, pour lui dire qu'elle était désirée, qu'elle l'avait toujours été. Mon fils pensait que l'histoire s'arrêtait ce jour-là, mais ce n'était que le début. Je m'appelle Hélène et voici mon histoire. Avant de continuer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne Jamais trop tard, nous créons une communauté de personnes qui savent que nos meilleurs chapitres peuvent arriver à tout âge. Revenons à l'histoire. Le téléphone a sonné alors que je passais en revue mes diapositives au centre d'affaires de l'hôtel à Berlin, 3 jours avant mon intervention à la conférence européenne de gestion immobilière. Maman, ça arrive, Valérie est en travail, la voix de Christophe était excitée et essoufflée. J'ai fermé mon ordinateur portable. On est à l'hôpital, ils disent encore quelques heures, tu vas avoir une petite fille, maman. Ma poitrine s'est serrée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis la mort de mon mari. Une petite fille? Je prends un avion. Tu n'as pas cette conférence, Christophe? Tu vas avoir un bébé. Je sais, mais tu es l'intervenante principale, c'est important, viens après, elle sera toujours là. J'ai regardé ma présentation sur l'écran, 200 personnes inscrites, contrat signé, les organisateurs prévoyaient cela depuis des mois. Je serai là dès que je peux, 4 jours au maximum, dis à Valérie que j'arrive, elle sera contente, je t'aime, maman. Il a raccroché. Je suis restée assise à fixer le téléphone. Une petite fille. Christophe et Valérie vivaient à Aix-en-Provence, dans une bastide que ses parents à elle leur avaient donnée, de la vieille bourgeoisie, de vieille famille. Je vivais à Londres, gérant les propriétés de mon défunt mari, visitant la Provence peut-être une fois par an, mais ce bébé allait changer cela, je serais présente, je serais le genre de grand-mère qui est là. J'ai fait mon discours 3 jours plus tard, j'ai pris l'avion de Berlin cet après-midi-là, atterri à Marseille-Provence le lendemain matin et conduit directement vers Aix dans une voiture de location. Je m'étais arrêtée dans une boutique chic du cours Mirabeau et avais acheté un hochet en argent, une couverture en cachemire et un agneau en peluche, trop sans doute, mais je m'en fichais. Leur maison trônait derrière de vieux platanes et des haies parfaites, une façade ocre, des volets lavande. Je me suis garée dans l'allée circulaire juste après midi, j'ai saisi mes cadeaux et marché vers la porte. Christophe a ouvert avant que je ne puisse frapper, il avait l'air terrible, épuisé d'une manière qui semblait fausse pour un nouveau père. Maman, laisse-moi la voir, où est-elle? Il a reculé mais ne s'est pas écarté, entre, nous devons parler d'abord. Les mots sonnaient faux. Valérie est apparue derrière lui, portant du lin blanc et un chemisier en soie, pas de bébé dans ses bras, pas de tache de lait sur son épaule, pas d'épuisement sur son visage. Bonjour Hélène. Ils m'ont conduite au salon formel, celui avec le canapé antique et le portrait de la grand-mère de Valérie au mur, pas le salon familial avec les meubles moelleux où l'on tiendrait un nourrisson. Je suis restée debout. Où est le bébé? Christophe s'est assis, Valérie s'est assise à côté de lui, les mains jointes. Assieds-toi, maman. Je ne veux pas m'asseoir, je veux rencontrer ma petite fille. Il a regardé ses mains, Valérie m'a regardé froidement. Nous l'avons placée pour adoption, a-t-elle dit. La pièce est devenue silencieuse. J'entendais ces mots, mais ils ne voulaient pas prendre sens. De quoi parlez-vous? Le bébé, a dit Christophe, nous l'avons abandonné, c'est déjà fait. J'ai posé le sac de cadeaux sur le sol. La maison était trop calme, pas de pleurs, pas de berceau, pas de bruit de bébé nulle part. Tu m'as appelé il y a 4 jours de l'hôpital. Je sais. Tu m'as dit que vous aviez une fille. Nous avons eu une fille,
la voix de Valérie est sortie plate, et nous avons pris la meilleure décision pour notre famille. Où est-elle? Christophe a enfin levé les yeux, elle est avec une agence, ils la placeront quand ils trouveront la bonne famille. Je suis la bonne famille, dis-moi quelle agence et j'irai la chercher tout de suite. Valérie a secoué la tête, c'est une adoption fermée, un accouchement sous le secret, nous n'avons pas à divulguer cette information. Quel âge a-t-elle? Elle est née il y a 5 jours, a dit Christophe doucement. Ma petite fille était en vie depuis 5 jours et il l'avait déjà donnée pendant que je traversais une frontière pour la rencontrer. Pourquoi? Valérie s'est redressée, elle est sourde. L'hôpital a fait un dépistage auditif avant la sortie, elle a échoué, ils ont testé à nouveau, confirmé. Je l'ai fixée. Elle est sourde. Oui. Et vous l'avez donnée parce qu'elle est sourde? Nous ne sommes pas équipés pour gérer une enfant abîmée, Hélène, sois réaliste, les spécialistes, la thérapie, le temps, ma famille n'accepterait pas un petit enfant défectueux dans la lignée. Le mot défectueux a flotté dans l'air entre nous. Mes mains tremblaient, je les ai pressées à plat contre mes cuisses. Dites-moi où elle est, quelle agence, je l'adopterai moi-même. Tu ne peux pas, Christophe s'est levé, nous avons déjà vérifié avec les avocats, les grands-parents n'ont aucun statut légal dans les cas d'adoption, les tribunaux protègent les décisions parentales, les dossiers sont scellés. Ils avaient vérifié, ils avaient fait des recherches, ils s'étaient assurés que je ne pourrais pas les arrêter. Si tu peux jeter ton propre enfant, ai-je dit, alors tu n'es pas le fils que j'ai élevé. Le visage de Christophe s'est durci, alors peut-être que tu ne me connais pas du tout, tu vis à Londres, tu visites une fois par an, tu ne peux pas débarquer et nous dire comment gérer nos vies. Christophe, Valérie a touché son bras mais il s'est dégagé. C'est fait, maman, elle est partie, tu dois accepter ça. J'ai ramassé le sac de cadeaux, le hochet a bougé à l'intérieur. Je ne l'accepterai jamais. Je suis sortie, montée dans la voiture de location, j'ai conduit jusqu'à voir un hôtel Mercure près de l'autoroute et j'ai pris une chambre. La chambre avait des murs beiges et une peinture de phare. Je me suis assise sur le lit dans mon manteau, puis je me suis allongée, puis j'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Quelque part en France, ma petite fille était avec des inconnus, personne qui l'aimait, personne qui la voulait. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma tête batte, puis je me suis arrêtée et j'ai fixé le plafond. Christophe avait raison sur la loi, je n'avais aucun statut, aucun droit, l'agence ne me dirait rien, les tribunaux ne m'aideraient pas. Mais j'avais de l'argent, j'avais du temps, et je ne quittais pas la région sans elle. Je me suis assise et j'ai appelé ma directrice de bureau à Londres. Petra, j'ai besoin que tu gères les choses à distance pour un moment, je reste en France. Combien de temps? Je ne sais pas encore. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable, cherché des détectives privés spécialisés, trouvé un avec de bons avis et envoyé une demande de consultation. Puis j'ai cherché des cours de langue des signes, la langue des signes française, LSF, la langue que les personnes sourdes utilisent ici. J'ai trouvé un cours pour débutants commençant la semaine prochaine à la Maison des associations d'Aix, je me suis inscrite et j'ai payé en ligne. Il était minuit passé quand j'ai enfin changé de vêtements et brossé mes dents, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain, 54 ans, décalée, les yeux gonflés. Je ne ressemblais pas à quelqu'un sur le point de chercher un enfant pendant des années, mais je le ferais, peu importe le temps que ça prendrait, peu importe le coût, j'apprendrais à signer pour que lorsque je la trouverais, je puisse lui dire dans sa propre langue que je n'avais jamais arrêté de chercher. J'ai éteint la lumière. Le lendemain matin, j'ai trouvé un appartement en centre-ville et signé un bail d'1 an, acheté une carte de France dans une librairie et l'ai épinglée au mur de la chambre. J'ai trouvé des punaises, j'ai planté la première à Aix-en-Provence, où elle était née, où il l'avait donnée. Demain j'ajouterai plus de punaises, partout où le détective me dirait de regarder. Je ramenais ma petite fille à la maison. Le cours de langue des signes se réunissait les mardis et jeudis soirs. 6 mois après avoir planté ce premier marqueur sur mon mur, j'étais assise en cercle avec 12 autres élèves essayant de faire épeler l'alphabet à mes doigts. Mes mains ne voulaient pas coopérer. L'enseignante, une femme sourde nommée Carole, a démontré à nouveau, ses doigts bougeaient de manière fluide et rapide, les miens trébuchaient sur la lettre G, ne pouvaient pas tenir la forme pour le H, pratiquer, a-t-elle signé, mémoire musculaire quotidienne. Je pratiquais dans ma voiture, dans la file d'attente de l'épicerie,
avant de me coucher, mes mains avaient des crampes, je confondais constamment le B et le F. Le détective privé que j'avais engagé a démissionné après 8 mois, disant que la piste était trop froide, les dossiers trop scellés. Je l'ai remercié et en ai engagé un autre. J'ai continué à aller en cours 2 fois par semaine. Après la première année, je pouvais tenir des conversations de base, ma grammaire était fausse la moitié du temps mais je pouvais poser des questions, comprendre des réponses simples. J'ai commencé à assister à des événements de la communauté sourde à Marseille, des cafés-signes, un club de lecture. Les gens étaient polis mais prudents, une femme entendante qui débarque, posant des questions sur l'adoption, sur les enfants sourds. Certains pensaient que j'étais une assistante sociale, d'autres gardaient juste leur distance, mais j'ai continué à venir. J'ai appris à respecter quand quelqu'un préférait signer plutôt que parler, appris à ne pas toucher les gens pour attirer leur attention, appris que la culture sourde avait des règles et une histoire que je devais comprendre, pas juste une langue à mémoriser. Finalement, une femme nommée Rita a commencé à me parler, elle enseignait dans une école pour sourds. Autour d'un café un après-midi, je lui ai parlé de ma petite fille. Ils l'ont donnée parce qu'elle était sourde, ai-je dit, signant en parlant, je cherche depuis. Rita a regardé mes mains, mon visage. Combien de temps? 2 ans maintenant. Et vous avez appris la langue des signes pour un bébé que vous n'avez jamais rencontré? Pour que je sois prête quand je la trouverai. Elle a hoché la tête lentement. Je demanderai autour de moi, école pour sourds, foyer, quelqu'un pourrait se souvenir de quelque chose. Mais personne ne l'a fait. Pas cette année-là, pas la suivante. J'ai conduit vers chaque agence d'adoption dans un rayon de 300 km, leur ai montré les quelques détails que j'avais, une petite fille née à Aix, donnée à 5 jours, sourde. La plupart ne voulaient pas me parler, loi sur la vie privée, dossier scellé. Certains étaient gentils à ce sujet, d'autres montraient juste la porte. J'ai visité des foyers de l'enfance en Provence, en Occitanie, en Rhône-Alpes, marché dans les salles communes en regardant les visages des enfants, me demandant si l'un d'eux pouvait être elle, demander aux administrateurs s'ils avaient des filles sourdes, des dossiers d'il y a des années. Des impasses partout. Mon deuxième détective n'a rien trouvé, j'en ai engagé un troisième. 5 ans plus tard, j'avais été dans plus de 200 établissements. J'avais 59 ans. Ma langue des signes était fluide maintenant, bien que les signeurs rapides me perdent encore parfois. Je connaissais des gens dans la communauté sourde à travers 3 régions, ils connaissaient mon histoire, certains aidaient quand ils pouvaient, d'autres pensaient que je poursuivais quelque chose d'impossible. Un après-midi, j'étais assise dans ma voiture devant un foyer à Lyon, un autre nom, une autre impasse. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai pleuré. Elle aurait 5 ans maintenant, marchant, parlant dans n'importe quelle langue qu'elle avait apprise. Peut-être qu'elle avait été adoptée par une bonne famille, peut-être qu'elle était heureuse, peut-être que je devrais arrêter. Mais je ne pouvais pas, ne sachant pas où elle était, avec qui elle était, si quelqu'un lui signait, ne sachant pas si elle se demandait jamais si sa grand-mère avait essayé de la trouver. J'ai essuyé mon visage et démarré la voiture. La communauté sourde a commencé à m'appeler la grand-mère qui n'arrêtait jamais de chercher. Certains le disaient avec admiration, d'autres comme si j'étais obsédée. Peut-être que je l'étais. 10 ans après avoir planté cette première punaise sur ma carte, j'en avais des centaines. Rouge pour les agences contactées, bleu pour les foyers visités, verte pour les écoles vérifiées. Les murs de mon appartement étaient couverts de cartes, de listes et de notes. J'avais 62 ans, mes cheveux étaient devenus presque gris, mes genoux me faisaient mal à force de conduire, de marcher dans les établissements, mais je ne m'arrêtais pas. Puis, un mardi matin de mars, mon téléphone a sonné. Est-ce Hélène? La femme qui cherche sa petite fille? L'appelante était une éducatrice nommée Jennifer, elle travaillait dans un foyer à Bordeaux. Quelqu'un dans la communauté sourde avait mentionné ma recherche. Je pense que je pourrais savoir qui vous cherchez, a-t-elle dit, il y a une fille ici, elle est avec nous depuis qu'elle est nourrisson, elle est sourde, elle a 12 ans maintenant, personne ne l'a jamais adoptée. Mes mains se sont engourdies. 12 ans. Le bon âge. Comment s'appelle-t-elle? Nous l'appelons Élise, mais ce n'est peut-être pas son nom de naissance, ses dossiers sont maigres. Je saisissais déjà mes clés. J'arrive, je peux être là dans 6 heures. Je serai là jusqu'à 17 heures.
J'ai conduit d'une traite, arrêté une fois pour de l'essence et du café, mon cœur ne voulait pas ralentir. Cela pourrait être une autre impasse, j'avais eu des appels comme ça avant, des pistes qui ne menaient nulle part. Mais quelque chose semblait différent. Le foyer était situé dans une rue calme de Bordeaux, un vieux bâtiment avec une cour à l'arrière. Jennifer m'a rencontré à la porte, elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 30 ans, avec des yeux fatigués. Elle est dehors, a dit Jennifer, temps de récréation, je ne lui ai pas dit que vous êtes là, je ne voulais pas lui donner de faux espoirs. Nous avons marché à travers le bâtiment, passé des chambres et une cafétéria et une salle pleine de jouets donnés, par une porte arrière vers la cour. Là, a dit Jennifer en pointant. Une fille était assise seule sur un banc près de la clôture, petite pour ses 12 ans, les cheveux bruns tirés en arrière, les épaules voûtées tandis que d'autres enfants jouaient au basket et grimpaient sur les équipements, elle restait à l'écart. Elle fait ça, a dit Jennifer doucement, elle reste dans son coin, elle a été ignorée tant de fois, des familles viennent, rencontrent les enfants, choisissent quelqu'un d'autre, au bout d'un moment je pense qu'elle a cessé d'espérer. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer correctement. Puis-je lui parler ? Allez-y. J'ai traversé la cour, la fille n'a pas levé les yeux avant que je sois tout près, puis elle m'a lancé un regard furtif et a détourné les yeux comme on le fait quand on a l'habitude d'être invisible. Je me suis assise sur le banc et j'ai signé « Bonjour, je m'appelle Hélène ». Sa tête s'est relevée brusquement, le choc dans ses yeux, les adultes ne signaient généralement pas ici. Elle a répondu lentement, incertaine, « Je suis Élise ». Sa langue des signes était basique, un vocabulaire limité, comme quelqu'un qui avait appris le minimum et n'avait jamais eu l'occasion de l'utiliser beaucoup. Puis-je m'asseoir avec toi une minute ? Elle a hoché la tête. Nous sommes restés silencieux un moment, j'observais ses mains, son visage, puis je l'ai remarqué sur son épaule gauche, visible là où le col de son t-shirt avait bougé, une petite tache de naissance en forme de virgule. Christophe avait la même marque exactement au même endroit. Ma gorge s'est nouée. Élise, puis-je te poser des questions sur d'où tu viens ? Elle a haussé les épaules et signé, c'est pas grand-chose, ici depuis toujours, depuis bébé. J'ai regardé vers le bâtiment où Jennifer nous observait, puis je suis revenue vers Élise. Je dois aller parler à quelqu'un à l'intérieur, mais je reviens tout de suite, tu m'attends ici ? Elle a hoché la tête avec cette même expression vide, comme si elle avait appris à ne rien attendre. Je suis retournée vers Jennifer sur des jambes tremblantes. J'ai besoin de voir ces dossiers, tout ce que vous avez. À l'intérieur, Jennifer a sorti un mince dossier, né à Aix-en-Provence, placé à 4 jours via une agence privée, arrivé dans cet établissement à 6 mois quand le placement temporaire a échoué, surdité confirmée, aucun contact familial, aucun intérêt pour l'adoption. La chronologie correspondait, le lieu correspondait, la tâche de naissance correspondait. J'ai besoin d'un test ADN, ai-je dit, je pense qu'elle est ma petite fille. Les yeux de Jennifer se sont écarquillés, vous êtes sérieuse ? Je la cherche depuis 12 ans, j'ai besoin d'en être certaine. Il a fallu 3 jours pour organiser cela via les avocats, 3 jours où je suis retournée au foyer chaque matin pour m'asseoir avec Élise. Nous signions l'une avec l'autre, des conversations simples, elle a demandé si je vivais près d'ici, je lui ai dit que je vivais loin mais que j'avais voyagé longtemps pour la rencontrer. Pourquoi ? A-t-elle signé ? Parce que je cherchais quelqu'un, ai-je répondu, quelqu'un de très important. Les résultats ADN sont arrivés un vendredi, j'étais dans le bureau de mon avocat quand il a ouvert l'enveloppe. 99,7% de correspondance, a-t-il dit, c'est votre petite fille biologique. J'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai sangloté. 12 ans. 12 ans de recherche, de conduite, de questions, d'espoir et de quasi-abandon, et je l'avais trouvée. La procédure d'adoption a été plus rapide cette fois, j'avais de l'argent, un foyer stable, aucun signalement négatif, l'assistante sociale d'Élise a soutenu le projet, le foyer l'a soutenu. En moins de 3 mois, nous étions devant un tribunal pour enfants. Le juge a regardé Élise, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui ? Élise a signé et l'interprète a parlé, Hélène m'adopte, je peux partir d'ici. Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ? Élise m'a regardé, puis a signé, bien. Le juge a souri et signé les papiers. Nous nous sommes envolés pour Londres la semaine suivante.
Élise était assise près du hublot à regarder les nuages, je lui avais parlé du nouveau départ que nous aurions, de l'appartement à Londres, de ma promesse de la garder en sécurité, et je le pensais vraiment. Elle a hoché la tête, puis a signé. « Pourquoi as-tu cherché si longtemps ?» J'ai pris sa main et j'ai répondu, « Parce que tu es ma petite fille et que je n'arrête jamais de chercher ma famille. » Elle a pleuré alors, moi aussi. L'avion a décollé et Élise s'est appuyée contre mon épaule, après 12 ans dans un foyer, après une vie entière à être ignorée, elle rentrait enfin à la maison. L'appartement londonien semblait trop grand au début, Élise restait sur le seuil de sa chambre et ne voulait pas entrer, elle fixait juste le lit, le bureau, la fenêtre donnant sur la rue. « C'est à toi, ai-je signé, ta chambre. » Elle a hoché la tête mais n'a pas bougé. Ce premier mois, elle me regardait à peine, gardait les yeux baissés, tressaillait quand je bougeais trop vite. Au dîner, elle mangeait vite comme si quelqu'un allait lui enlever son assiette. Le matin, elle était réveillée avant moi, assise sur son lit, tout habillée, à attendre. J'avais engagé une consultante sourde avant notre arrivée, une femme nommée Myriam, qui m'avait aidé à adapter l'appartement, sonnette visuelle qui déclenchait des lumières, détecteur de fumée stroboscopique, meilleur éclairage dans chaque pièce pour qu'Élise puisse voir les visages clairement. Mais les changements physiques étaient plus faciles que le reste. La langue des signes d'Élise était basique, fonctionnelle, le foyer lui avait appris juste assez pour se débrouiller mais pas assez pour vraiment communiquer. Ma langue des signes était fluide après toutes ces années de pratique, mais la sienne avait des lacunes partout, nous commencions une conversation et elle se figeait, ne connaissant pas les signes dont elle avait besoin, j'éplais les mots, elle hochait la tête, mais je voyais sa frustration. 3 semaines plus tard, elle a signé merci après le dîner, spontanément, elle m'a juste regardé et l'a signé, j'ai dû quitter la pièce pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Le 2e mois, je l'ai inscrite dans une école pour sourds dans le nord de Londres, thérapie 2 fois par semaine avec un conseiller spécialisé dans les traumatismes de l'adoption. Élise y allait sans se plaindre, rentrait fatiguée et silencieuse. Les autres élèves sourds essayaient de l'inclure, je regardais pendant la sortie, je les voyais signer vers elle, l'inviter à s'asseoir avec eux, elle secouait la tête, s'asseyait seule. Son professeur m'a prise à part un après-midi, elle a des difficultés sociales, les autres élèves ne comprennent pas pourquoi elle ne s'engage pas. Elle a passé 12 ans à être rejetée, ai-je dit, elle n'a pas encore confiance. Le professeur a hoché la tête, nous continuerons d'essayer. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, je parlais en signant, mélangeant la structure du français et de la langue des signes. Un soir, le professeur d'Élise m'a appelé, vous devez signer en pur LSF à la maison, a-t-elle dit doucement, pas de français signé, pas de français sur vos lèvres pendant que vous signez, Élise a besoin d'une immersion linguistique totale pour rattraper son retard. Je me suis sentie comme si j'avais échoué, je ne savais pas. Maintenant vous savez, c'est réparable. Alors j'ai arrêté de parler quand je signais, cela semblait gênant au début, pas naturel, mais la compréhension d'Élise s'est améliorée en quelques semaines. 6 mois plus tard, Élise a fait une crise pour des devoirs de maths, elle a crié, a vraiment crié à voix haute, ce qui m'a surprise car je n'avais jamais entendu sa voix avant, puis elle a jeté son manuel à travers la pièce, jeté sa trousse, balayé tout ce qu'il y avait sur le bureau. Je ne savais pas quoi faire, je suis restée figée dans l'encadrement de la porte pendant qu'elle sanglotait bruyamment. Puis je me suis assise par terre et j'ai signé, je suis là, je ne pars pas, tu es en sécurité. Elle s'est effondrée près de moi, je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, tout son corps tremblait. Plus tard, son thérapeute l'a expliqué, la peur de l'abandon d'Élise était profonde, toute correction, toute critique ressemblait à un rejet, comme si elle allait être renvoyée à nouveau. Ça va prendre du temps, a dit le thérapeute, soyez patiente, soyez constante. À la fin de cette première année, les choses ont commencé à changer, Élise s'est fait une amie, une autre fille sourde nommée Sophie qui n'acceptait pas le nom comme réponse, Sophie continuait juste à s'asseoir avec Élise au déjeuner jusqu'à ce qu'Élise commence enfin à répondre en signant. J'ai appris des stratégies parentales visuelles, attirer l'attention d'Élise avant de commencer une conversation, utiliser des expressions faciales claires, ne pas me tenir dos aux fenêtres où la lumière assombrirait mon visage et rendrait la lecture labiale difficile. L'éducation d'Élise avait des lacunes massives, elle avait peut-être un niveau de lecture de CE1, les maths étaient pires, le foyer lui avait donné une scolarité minimale. J'ai engagé un tuteur sourd, un étudiant universitaire nommé Julien,
qui utilisait la langue des signes pure, Élise réagissait mieux à lui qu'à n'importe quel enseignant entendant. Lentement elle a commencé à rattraper son retard. La deuxième année, Élise a rejoint le club de théâtre de l'école. Il jouait des histoires en langue des signes, de la poésie, des récits. J'allais à chaque répétition, chaque spectacle, je regardais Élise sur scène utiliser ses mains pour peindre des images dans l'air. J'ai appris davantage sur la culture sourde en la regardant, la beauté de celle-ci, l'histoire, la communauté. Ce n'était pas un handicap, c'était une langue, une culture, un monde entier que j'avais passé des années à étudier et que je voyais seulement maintenant vraiment. Un soir, Élise m'a demandé de lui raconter la recherche, comment je l'avais trouvée. Nous nous sommes assis dans le salon et je lui ai tout raconté, l'appel de Christophe, la trahison, la première punaise sur ma carte, 12 ans de route et de questions et de quasi-abandon. Élise a pleuré, elle a signé, « Tu n'as pas abandonné pour moi. » Jamais, ai-je répondu, pas un seul jour. Pourquoi? Parce que tu es ma petite fille, parce que tu comptais, parce qu'ils avaient tort à ton sujet. Elle s'est appuyée contre moi. Je pensais que quelque chose clochait chez moi, toutes ces années, chaque famille qui venait et repartait, je pensais que j'étais cassée. Tu n'as jamais été cassée. La troisième année, Élise s'épanouissait, elle avait 15 ans et une confiance en elle que je n'aurais jamais imaginée chez cet enfant effrayé de 12 ans. Elle a participé à un concours régional de poésie en langue des signes, n'a pas gagné mais s'en fichait, elle aimait juste être sur scène. J'étais devenue membre d'une communauté de parents sourds à Londres, j'allais à des réunions, des événements de défense des droits, j'en apprenais plus chaque semaine sur l'accessibilité, sur les droits, sur la lutte contre les systèmes qui tentaient de diminuer les personnes sourdes. Un soir, Élise a posé des questions sur ses parents biologiques, nous préparions le dîner ensemble, elle a arrêté de couper des légumes et a signé, « Pourquoi m'ont-ils vraiment abandonné ?» Je savais que cette question viendrait un jour, j'ai posé mon couteau. Parce que tu es sourde, ai-je signé honnêtement, ils pensaient que cela te rendait abîmée. Ils avaient tort, mais c'est ce qu'ils croyaient. Penses-tu qu'ils regrettent? Je ne sais pas, je ne leur ai pas parlé depuis. Élise a hoché la tête lentement, puis a signé, leur perte, je tais-toi. Ma gorge s'est serrée, je tais aussi. La quatrième année est arrivée plus vite que prévu, Élise a eu 16 ans, nous parlions de son avenir, l'université peut-être, elle voulait étudier l'éducation des sourds, aider d'autres enfants sourds qui avaient grandi en ressentant ce qu'elle avait ressenti. Tu serais incroyable pour ça, ai-je signé. Tu crois? Je le sais. Puis, un mardi matin, un email est arrivé d'une adresse que je n'avais pas vue depuis 16 ans, le nom de Christophe dans ma boîte de réception a fait tomber mon estomac dans mes talons. Je l'ai fixé une minute entière avant de cliquer, l'objet disait « Famille ». Ma main tremblait sur la souris. Maman, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis 16 ans, je sais que ce qui s'est passé est impardonnable, j'y pense tous les jours, je pense à toi tous les jours, je ne m'attends pas à ce que tu répondes à ça mais je dois te dire quelque chose. Valérie et moi avons adopté un fils, son nom est Gabriel, il a 18 ans maintenant, un bon gamin, mieux que ce que je mérite, il commence l'université et il a posé des questions sur toi, demandé s'il avait une grand-mère. Je lui ai dit oui, mais que nous nous étions brouillés. Il veut te rencontrer. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, je sais que je ne mérite pas ton temps ni ton pardon, mais Gabriel si, il n'a rien fait de mal, il mérite de connaître sa grand-mère. Si tu es prête, si tu veux le rencontrer, je ferai en sorte que ça arrive, tout ce dont tu as besoin. Je suis désolée maman, pour tout, Christophe. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai fermé l'ordinateur portable et marché jusqu'à la fenêtre. Un petit-fils. Christophe avait adopté un fils, après avoir jeté Élise parce qu'elle était sourde, il était allé adopter un garçon, l'avait gardé, l'avait élevé pendant 18 ans. La colère a frappé en premier, chaude et tranchante, ils avaient décidé qu'Élise était trop abîmée pour être aimée mais un autre enfant convenait, un enfant choisi était acceptable. Puis la confusion, pourquoi maintenant? Pourquoi tendre la main après 16 ans de silence? Puis autre chose, la curiosité peut-être, ce garçon, Gabriel, 18 ans, il avait demandé après moi, voulait me rencontrer, je ne savais pas quoi ressentir. Élise est rentrée de l'école 1 heure plus tard, m'a trouvé toujours debout à la fenêtre, elle a signé, qu'est-ce qui ne va pas?
J'ai pris mon ordinateur et lui ai montré l'email, regardé son visage pendant qu'elle lisait, son expression est devenue soigneusement vide. Quand elle a fini, elle m'a regardé, un petit-fils? Je ne savais pas, ai-je signé, il ne me l'a jamais dit, ils l'ont adopté. Oui. Élise est restée silencieuse un long moment, puis a signé, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, une partie de moi veut l'effacer et faire comme si je ne l'avais jamais vu, une partie de moi continue de penser à ce garçon qui n'a rien fait de mal. Il est adopté, a signé Élise, comme moi. Je sais. Tu veux le rencontrer? Je me suis assise sur le canapé, peut-être, est-ce mal? Élise s'est assise à côté de moi, ce n'est pas mal, c'est ton petit-fils. Toi aussi. Je sais, mais il ne sait pas que j'existe et il demande après toi. Elle a fait une pause, signée avec précaution, si tu veux y aller, je viendrai avec toi. Je l'ai regardé, Élise, je ne peux pas te demander de les affronter. Tu ne demandes pas, je propose, tu ne devrais pas avoir à faire ça seule. Ce sont les gens qui t'ont abandonné. Je sais qui ils sont, mais je sais aussi qui je suis maintenant, je ne suis plus ce bébé effrayé, je ne suis même plus cet enfant brisé de 12 ans, je vais bien, et tu pourrais avoir besoin de renfort. J'ai presque souri, renfort, soutien moral, peu importe comment tu veux appeler ça, je viens. Ils ne peuvent pas savoir qui tu es, pas encore, pas avant que je comprenne ce qu'ils veulent vraiment. Élise a hoché la tête, alors je suis juste ta fille adoptive du Royaume-Uni. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, a-t-elle convenu. Quand partons-nous? J'ai regardé l'email à nouveau, les mots de Christophe sur les erreurs et le pardon et ce petit-fils que je n'avais jamais rencontré. Bientôt, ai-je signé, laisse-moi répondre d'abord, organiser quelque chose. Au cours de la semaine suivante, j'ai échangé des emails avec Christophe, arrangé ma venue en France, lui ai dit que je resterais dans ma propriété là-bas. Il a proposé que nous logions chez eux, j'ai refusé, dit que j'amenais ma fille adoptive, il a dit que c'était très bien, qu'il avait hâte de la rencontrer. Je ne lui ai rien dit d'autre. Élise et moi avons fait nos valises, elle était plus calme que moi à ce sujet. La veille de notre vol, nous avons tout vérifié 2 fois, passeport, documents, chargeur de téléphone. Élise m'a regardé par-dessus les valises, a signé, tu as peur? Terrifiée, ai-je répondu. Elle a souri, signé, on gère ça, maman. Maman. Elle avait commencé à m'appeler comme ça il y a plus d'1 an, chaque fois cela me serrait la poitrine. Le lendemain matin, nous avons décollé de Heathrow, Élise a dormi dans l'avion, j'ai regardé les nuages et pensé à ce qui nous attendait en Provence. À Christophe et Valérie et ce petit-fils que je n'avais jamais rencontré, à Élise assise à côté de moi, forte et entière, retournant affronter les gens qui avaient décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée. L'avion a atterri à Marseille, nous avons passé la douane, pris notre voiture de location et conduit vers le nord, vers Aix-en-Provence, vers ce qui allait suivre. La Bastide provençale était située sur un terrain de plus d'1 hectare à Aix, la même ville où Christophe vivait toujours. Je l'avais acheté il y a des années avant que tout s'effondre, avant de déménager à Londres, avant de passer 12 ans à chercher. La maison sentait la poussière et le renfermer quand nous sommes arrivés. Élise m'a aidé à enlever les housses des meubles, ouvrir les volets, allumer les lumières. Nous avons passé l'après-midi à rendre l'endroit habitable à nouveau. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à Christophe, simple, direct, je suis à Aix, quand pouvons-nous nous voir? Sa réponse est arrivée dans l'heure, demain? Il y a un restaurant sur le cours Mirabeau, terrain neutre. Tout ce qui te met à l'aise, ai-je répondu. Demain à 19h, j'amène Élise. Hâte de vous voir, a-t-il répondu. Pas moi. Le soir suivant, Élise et moi sommes arrivés au restaurant en avance, un endroit calme avec des nappes blanches et un éclairage tamisé, je l'avais choisi délibérément, public, sûr, facile à quitter si j'en avais besoin. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, Élise regardait la rue, ses mains jointes sur ses genoux, je pouvais voir la tension dans ses épaules. Ça va? Ai-je signé? Elle a hoché la tête, juste nerveuse. On peut partir n'importe quand. Je sais. À 19h15, ils sont entrés, Christophe d'abord, puis une femme qui devait être Valérie, puis un grand jeune homme derrière eux. Je n'avais pas vu mon fils depuis 16 ans, il paraissait plus vieux que ses 46 ans, gris aux tempes,
des rides autour des yeux, plus minces que dans mes souvenirs. Il portait une chemise qui avait été chère autrefois mais qui était usée au col maintenant. Valérie semblait diminuer, toujours apprêtée mais ses vêtements n'étaient plus de créateurs, ses bijoux étaient de la fantaisie, pas des vrais. Elle se tenait raide, comme si elle jouait le calme. Le jeune homme derrière eux devait être Gabriel, grand, cheveux bruns, yeux gentils, il avait l'air curieux et un peu nerveux. Christophe m'a rejointe en premier, maman. Je me suis levée, je ne l'ai pas pris dans mes bras, je l'ai juste regardé. Christophe, merci d'être venu, d'avoir accepté ça. Il a fait un geste vers la table, devrions-nous nous asseoir? Nous nous sommes assis. Gabriel a pris le siège en face d'Élise. Christophe a fait les présentations. Maman, voici Gabriel. Gabriel, voici ta grand-mère. Gabriel m'a souri, chaleureux et authentique. Bonjour grand-mère, je voulais te rencontrer depuis longtemps. Sa voix était douce, rien à voir avec les tons prudents de ses parents. Gabriel, ai-je dit, c'est agréable de te rencontrer aussi. Je me suis tournée vers Élise, voici Élise, ma fille adoptive du Royaume-Uni, je l'ai trouvée dans un foyer quand elle avait 12 ans, elle est sourde. Le visage de Gabriel s'est illuminé immédiatement, il a regardé Élise et ses mains se sont levées, bougeant à travers les signes. Bonjour, a-t-il signé, enchanté. Les yeux d'Élise se sont écarquillés, elle a répondu, salut, tu connais la langue des signes? Un peu. Gabriel a signé et parlé en même temps, je suis vraiment rouillée, j'ai étudié ça au lycée, ta façon de signer est bonne. Élise a répondu. J'ai observé le visage de Valérie, une lueur de quelque chose est passée dessus, de l'inconfort peut-être, mais pas de reconnaissance. Christophe semblait mal à l'aise aussi, mais pour des raisons différentes, une vieille culpabilité peut-être. Le serveur est arrivé, nous avons commandé. Christophe a essayé de faire la conversation. Alors maman, comment vas-tu? Comment est Londres? Bien. Tu gères toujours les propriétés? Oui. Il a hoché la tête, essayé encore, j'ai tellement regretté, ce qui s'est passé, comment nous nous sommes quittés, j'y pense tout le temps. Je l'ai regardé directement, vraiment? Oui, j'étais jeune, stupide, j'ai pris des décisions terribles. Valérie a touché son bras mais il a continué, je veux arranger les choses, si c'est possible. Je n'ai pas répondu, j'ai tourné mon attention vers Gabriel à la place, je lui ai posé des questions sur l'école, sur ses projets. Il s'est illuminé en parlant de l'IUT, pas d'une université prestigieuse, il voulait étudier quelque chose, il n'était pas encore sûr de quoi, peut-être le travail social, peut-être l'éducation. Pourquoi le social? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules, j'aime aider les gens et je pense que je comprends ce que c'est que de sentir qu'on n'est pas à sa place. Élise l'observait attentivement. J'ai interrogé Christophe et Valérie sur leur vie, ils ont parlé de réduire leur train de vie, de vivre plus simplement. Quand je posais des questions directes, leurs réponses restaient vagues. Christophe a mentionné qu'ils avaient déménagé dans un endroit plus petit, Valérie a changé de sujet quand j'ai demandé pourquoi. Quelque chose sonnait faux mais je ne pouvais pas identifier quoi. Gabriel continuait de parler à Élise, continuait de signer malgré sa rouille, lui posait de vraies questions sur ce que c'était d'être sourde, sur le foyer, sur Londres. « Combien de temps as-tu été là-bas » a-t-il demandé. « Dans le foyer ?» Les mains d'Élise bougeaient lentement, toute mon enfance, depuis que j'étais bébé jusqu'à ce qu'Hélène me trouve. Ça a dû être dur. Ça l'était. Gabriel a hoché la tête, quelque chose dans son expression disait qu'il comprenait plus que la plupart des gens. Quand le dîner s'est terminé, Christophe a demandé si nous pouvions nous revoir. Gabriel veut vraiment apprendre à te connaître, a-t-il dit, et j'aimerais aussi si tu es d'accord. J'ai regardé Gabriel, son expression pleine d'espoir, nous pouvons nous revoir. Le soulagement de Christophe était visible, peut-être chez toi la prochaine fois, moins formel. D'accord. Nous avons prévu cela pour la semaine suivante. En marchant vers la voiture, Élise a signé, il est gentil, Gabriel. Oui, il ne leur ressemble pas. J'ai remarqué qu'il connaît vraiment la langue des signes, pas bien, mais il a essayé. Il l'a fait. La deuxième rencontre a eu lieu dans ma propriété. Gabriel a apporté des fleurs, des vraies, pas chères, un bouquet de supermarché, il les a données à nous deux,
pour grand-mère et Élise, a-t-il dit. Christophe et Valérie faisaient une conversation maladroite dans le salon, je répondais par monosyllabes, Élise restait silencieuse. Après 20 minutes, Gabriel a demandé à Élise si elle voulait voir le jardin, elle m'a regardé, j'ai hoché la tête. Ils sont allés sur la terrasse pendant que je restais assise avec Christophe et Valérie dans un silence de plus en plus inconfortable. Par la fenêtre, je pouvais voir Gabriel et Élise signer, rire, quelque chose se passait entre eux, une connexion. Christophe a suivi mon regard, c'est un bon gamin. Il en a l'air. Nous sommes fiers de lui. Je n'ai pas répondu à ça. La troisième rencontre, Gabriel est venu seul, a dit que ses parents avaient quelque chose à faire mais qu'il voulait visiter si c'était d'accord. C'était plus que d'accord. Lui et Élise ont disparu dans le jardin à nouveau, j'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine pendant que je faisais du thé. Ils étaient assis sur le banc de pierre, Gabriel son téléphone sorti, tapant quelque chose, Élise répondant, tous deux absorbés par la conversation. Quand ils sont rentrés 1 heure plus tard, tous deux semblaient heureux, à l'aise. Gabriel est resté pour le dîner, nous avons commandé des pizzas, assis autour de la table de la cuisine au lieu de la salle à manger formelle. Gabriel m'a posé des questions sur la découverte d'Élise, sur le processus d'adoption, sur l'éducation d'une adolescente sourde. J'ai répondu honnêtement, il écoutait comme s'il s'en souciait vraiment. Après son départ, Élise s'est assise avec moi dans le salon, il est différent, a-t-elle signé, de ses parents, de tous ceux que j'ai rencontrés, il comprend, le truc de l'adoption, sentir qu'on est censé être reconnaissant tout le temps. Il a dit ça? Pas exactement, mais je peux le deviner. La 4e rencontre, Gabriel est venu dans l'après-midi, Christophe et Valérie l'avaient déposé, disant qu'ils le récupéreraient plus tard. Gabriel et Élise sont allés directement au jardin, je leur ai laissé de l'espace, fait de la citronnade et les apporté après un moment. Ils étaient assis proches, Gabriel montrant à Élise quelque chose sur son téléphone, des signes qu'il avait appris de quelqu'un, Élise corrigeait doucement la forme de ses mains, ils ont ri tous les deux quand il s'est trompé, il a réessayé, réussi, elle a applaudi. J'ai laissé la citronnade et suis rentrée, j'ai regardé par la fenêtre. L'aisance entre eux m'a frappé, comme s'ils se connaissaient depuis des années au lieu de quelques semaines. Quand Christophe est venu chercher Gabriel ce soir-là, Gabriel m'a serré dans ses bras, m'a vraiment serré, merci grand-mère, de m'avoir laissé venir, d'être cool avec tout ça. Tu es le bienvenu n'importe quand. Il le pensait, moi aussi. Après leur départ, je suis restée à la fenêtre. Élise est venue à côté de moi, quelque chose cloche, a-t-elle signé. Que veux-tu dire? Avec eux, Christophe et Valérie, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils agissent, Gabriel venant seul, il leur est arrivé quelque chose. Je pensais la même chose, tu as remarqué aussi. Difficile de ne pas le voir, mais Gabriel ne semble pas du tout comme eux. Non, ai-je convenu, il ne l'est pas. Quoi que Christophe et Valérie cachaient, quoi que ce soit qui les ait ramenés dans ma vie après toutes ces années, il était difficile de croire que c'était vraiment pour une réconciliation. Nous verrons. Mais Gabriel était vrai, sa gentillesse était vraie, sa connexion avec Élise était vraie et cela valait quelque chose. Même si tout le reste était un mensonge. Un mois s'était écoulé depuis ce premier dîner gênant. Gabriel venait à la maison tous les quelques jours, parfois avec Christophe et Valérie, plus souvent seul. Le lien entre lui et Élise s'était approfondi en quelque chose qui ressemblait à une vraie fratrie. Ils signaient constamment l'un à l'autre, riaient de blagues que je ne saisissais pas toujours, s'asseyaient près l'un de l'autre sur le banc du jardin avec leur téléphone, s'écrivant des choses qu'ils ne voulaient pas dire à voix haute. Je regardais ça arriver et je me sentais reconnaissante et inquiète parce que finalement la vérité devrait éclater. C'était un jeudi après-midi quand tout a changé. Gabriel était venu seul encore, disait que ses parents étaient occupés. Lui et Élise sont allés directement au jardin comme toujours, je suis restée à l'intérieur, fait du café, commencé à répondre à des emails dans le bureau. 1 heure a passé, puis 2. D'habitude, ils rentraient à ce moment-là, affamés ou assoiffés ou prêts à m'inclure dans la conversation qu'ils avaient eue, mais la maison restait silencieuse. J'ai regardé par la fenêtre, ils étaient toujours sur le banc mais quelque chose était différent, les épaules de Gabriel étaient voûtées, les mains d'Élise bougeaient vite, avec urgence. Même de cette distance, je pouvais voir la tension.
J'ai failli sortir, puis Élise a regardé vers la maison, m'a vu à la fenêtre, a secoué la tête légèrement, pas encore. Alors j'ai attendu encore 30 minutes. Puis la porte arrière s'est ouverte, ils sont entrés ensemble, les yeux de Gabriel étaient rouges, le visage d'Élise était figé dans cette expression vide et prudente qu'elle avait quand elle retenait ses émotions. Ils m'ont trouvé dans le bureau, se sont tenus dans l'embrasure de la porte. Nous avons besoin de te parler, a signé Élise. J'ai fermé mon ordinateur, d'accord. Ils se sont assis sur le canapé, j'ai pris le fauteuil en face d'eux. Gabriel ne pouvait pas me regarder. Élise a tendu la main et a serré la sienne. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ai-je demandé. Gabriel a commencé, sa voix était rauque, je dois te dire quelque chose sur pourquoi mes parents sont vraiment revenus, pourquoi ils voulaient que je te rencontre. Je me doutais que cette conversation arrivait, mais je suis restée silencieuse, je l'ai laissé parler. Il y a 6 mois, mon grand-père a été arrêté, le père de ma mère, il dirigeait une sorte de fraude à l'investissement depuis des années, comme une chaîne de Ponzi, ça s'est effondré, le gouvernement a tout saisi, il est en prison maintenant. J'ai assimilé l'information, la famille de Valérie, la vieille fortune, le nom prestigieux, tout parti. Gabriel a continué, ils ont tout perdu, la maison, les voitures, les économies, tout. Mon père a perdu son emploi parce qu'il ne l'avait que grâce aux relations de la famille de ma mère, maintenant ces relations ne veulent plus nous toucher. Où vivez-vous? Appartement 2 pièces, de l'autre côté de la ville, ils sont face à la faillite, ils doivent de l'argent partout. Les pièces se sont mises en place, les vêtements usés, les réponses vagues, le désespoir sous les excuses de Christophe. Et ils sont revenus vers moi pour de l'argent, ai-je dit. Gabriel a hoché la tête, ne pouvait pas croiser mon regard, ils m'ont coaché avant que nous venions à ce premier dîner, m'ont dit quoi dire, comment agir, ils ont dit que tu aiderais si je jouais sur la corde sensible du petit-fils, que tu te sentirais coupable d'avoir manqué mon enfance et voudrais te rattraper. Élise m'observait attentivement, vérifiant ma réaction. Et tu as marché, ai-je dit à Gabriel. Au début, il m'a enfin regardé, je ne savais pas quoi faire d'autre, ce sont mes parents, je pensais que peut-être ils voulaient vraiment une famille, que l'argent était secondaire, mais ensuite je t'ai rencontré toi et Élise, et j'ai réalisé que c'est à ça que ressemble une vraie famille, pas une performance, pas une obligation, juste une connexion. Sa voix s'est brisée, je me sens malade à cause de ça, de te mentir, de faire partie de leur manigance. Toi et Élise êtes les premières personnes qui m'ont fait sentir que je pouvais juste être moi-même, et je suis ici sous de faux prétextes. Tu as 18 ans, ai-je dit, tu es ici parce qu'ils t'ont amené, ce n'est pas ta faute. Mais je suis revenue, j'ai laissé croire que leur plan fonctionnait. Élise lui a signé quelque chose, il a hoché la tête, il y a plus, a dit Gabriel, à propos de comment ils traitent les gens. Élise m'a demandé de te dire quelque chose sur quand j'étais plus jeune. Il a pris une respiration, quand j'avais 16 ans, je sortais avec une fille, Anna, elle était sourde, j'ai appris la langue des signes pour elle, nous étions ensemble depuis 6 mois, mes parents l'ont découvert et ont pété les plombs. Je voyais où cela allait, ma poitrine s'est serrée. Ils ont dit que je ne pouvais pas sortir avec ces gens-là, que ça ruinerait mes perspectives, que les sourds avaient leur propre monde et que je n'y appartenais pas, ils m'ont forcé à rompre avec elle. J'avais 17 ans, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Ses mains se sont serrées, je le regrette depuis. Le visage d'Élise était devenu très immobile. C'est pour ça que ma langue des signes est rouillée, a continué Gabriel, je ne l'ai pas utilisée depuis, je ne supportais pas de penser à Anna, à ce que j'ai fait. La pièce est devenue silencieuse, puis Élise a commencé à signer. Gabriel a regardé ses mains, elle dit que je dois te dire quelque chose maintenant, a-t-il dit, à propos d'elle. J'ai regardé Élise, qu'est-ce qu'il y a? Elle a pris une respiration, puis a signé et parlé en même temps, je ne suis pas juste une fille adoptée qu'Hélène a trouvée. Je suis la fille biologique de tes parents. Le visage de Gabriel s'est vidé, quoi? Élise a continué, ses mains stables même si je pouvais les voir trembler, ils m'ont proposé à l'adoption quand ils ont découvert que j'étais sourde, j'avais moins de 2 semaines. Hélène prenait l'avion pour me rencontrer, le temps qu'elle arrive, j'étais déjà partie, ils m'avaient donné à une agence d'adoption et ne voulaient pas lui dire où. Gabriel est resté figé. Hélène m'a cherché pendant 12 ans, a continué Élise, chaque orphelinat, chaque agence,
Chaque école pour sourds, elle m'a enfin trouvé quand j'avais 12 ans, j'avais été dans un foyer toute mon enfance, personne ne voulait adopter une enfant sourde. Non, a dit Gabriel, c'est pas il ne ferait pas. Mais il pouvait entendre la vérité dans sa propre voix. Il le ferait, il l'avait fait. Ils t'ont donné parce que tu étais sourde, sa voix est sortie plate, et puis ils m'ont adopté parce que j'étais parfait. Élise a hoché la tête. Gabriel s'est levé, s'est rassis, a mis sa tête dans ses mains. Les mêmes personnes qui m'ont forcé à rompre avec Anna parce qu'elle était sourde, ils ont jeté leur propre bébé parce qu'il était sourd. Élise a signé, ce n'est pas ta faute. Je sais. Il a levé les yeux, son visage était mouillé, mais ils m'ont gardé, ils m'ont élevé, et tu étais seule dans un orphelinat pendant 12 ans parce qu'ils ont décidé que tu ne valais pas la peine d'être gardée. Je ne pouvais pas parler, regarder Gabriel assimiler cela, le voir connecter les morceaux. Il s'est levé à nouveau, a commencé à faire les 100 pas. Je ne peux pas retourner là-bas, je ne peux pas les regarder en sachant ça, sachant ce qu'ils ont fait à Élise, sachant qu'ils m'ont seulement amené ici pour te manipuler. Il s'est arrêté au milieu de la pièce, s'est tourné vers moi, j'ai 18 ans, je peux choisir où je vis. Sa voix tremblait, est-ce que je peux rester ici avec toi et Élise? Bien sûr que tu peux rester, Gabriel, ai-je dit, c'est ta maison maintenant. Son visage s'est effondré. Élise s'est levée et l'a serrée dans ses bras, il s'est accroché à elle comme si elle était la seule chose solide dans la pièce. Par-dessus son épaule, Élise m'a regardé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, ai-je dit, on leur dit la vérité, tout, qu'ils sachent que nous savons pour l'argent, pour la manigance, pour qui est vraiment Élise. Gabriel s'est reculé, quand? Bientôt, j'inviterai à dîner ici, nous finirons ça. Je devrais être celui qui leur dit, a dit Gabriel, pour l'argent, pour ce que je sais. Tu n'es pas obligé. Si, j'en faisais partie, même si je ne le voulais pas, je dois assumer ça. Élise a signé, on le fera ensemble, tous les trois. Je les ai regardés, mes 2 petits-enfants, celle que j'avais cherchée, celui que je venais de trouver, tous 2 choisissant la vérité plutôt que le confort, tous 2 choisissant cette famille improvisée plutôt que celle qui les avait utilisés. D'accord, ai-je accepté. Gabriel s'est rassis, Élise s'est assise à côté de lui, je me suis déplacée vers le canapé et me suis assise de l'autre côté d'Élise. Nous sommes restés comme ça longtemps, tous les 3 à assimiler, à nous préparer pour la suite. Dehors, le soleil commençait à se coucher, le jardin s'emplissait d'ombre. À l'intérieur, nous nous tenions, une grand-mère et 2 petits-enfants, prêts à affronter les gens qui nous avaient blessés, prêts à en finir.